Aujourd'hui pour ma première vidéo, nous allons parler de l'un des plus célèbres monuments de Dordogne, découvert en plein pendant la Seconde Guerre mondiale dans la commune de Montignac. Par ailleurs, ce monument est l'une des plus importantes grottes ornées du Paléolithique supérieur découvertes à ce jour. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Wikipédia. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler des grottes de Lascaux. C'était un lundi, le 8 septembre 1940, au début de la guerre. Marcel Ravida se promenait avec son chien Robot et quelques autres camarades. Soudain, le chien vit un lapin et commença à le pourchasser. Le lapin se réfugia alors dans un trou se situant à l'endroit où un arbre avait été déraciné. En jetant des pierres pour essayer de faire sortir le lapin, Marcel remarqua que le trou communiquait avec une vaste cavité. Il décida donc de revenir 4 jours plus tard, le 12 septembre 1940, muni d'un matériel de fortune, une lampe à huile bricolée et un coutelas, le permettant de s'éclairer et d'élargir l'orifice précédemment découvert. Il était accompagné de 4 autres personnes. Georges Aniel, Simon Cuencas, Jacques Marchal et Georges Estréguil, avec qui il pénétra dans la grotte pour la première fois. Cette grotte est accessible par l'homme sur pas moins de 235 mètres et est composée de 7 différentes salles, nommées pour certaines selon les peintures qui la composent. Nous avons la salle des taureaux, le diverticule axial, le passage, la nef, le diverticule des félins, l'abside et le puits. Le sol de la grotte quant à lui est en pente, avec une dénivellation allant de 13 à 19 mètres. Comme vous aurez pu le constater, il y a donc 3 axes de déambulation. Le premier étant de la salle des taureaux au circuit terminal, le second du passage au diverticule des félins et le dernier de l'abside jusqu'au puits. À l'intérieur de cette cavité, on a pu observer plus de 2000 figures et signes, essentiellement des peintures mais aussi quelques gravures. Dans la salle des taureaux, on regroupe 130 figures, dont 36 représentations animales, mais aussi une cinquantaine de signes géométriques. Il y a 3 thèmes animaliers qui composent l'ensemble. Le cheval, avec la présence de 17 individus, l'auroch, l'ancêtre des bovins domestiques d'aujourd'hui, avec 11 représentations, et enfin le cerf, avec 6 individus représentés. Dans le diverticule axial, le long tube de 30 mètres, les nombreuses figures se répartissent sur l'ensemble des 2 parois. Le décor regroupe 161 figures, dont 58 animaux. Mais il y a aussi des signes géométriques, 46 en tout, avec en plus 57 figures indéterminées, des signes ou figures animales incomplètes. Les parois de la nef, quant à elles, regroupent 5 panneaux, 4 sur la paroi de gauche et 1 sur celle de droite. Quant au puits, il est différent des autres secteurs, car il contient un nombre restreint de figures, 8 au total. On peut y observer un cheval, un bison, un oiseau, un rhinocéros, 3 autres figures faisant partie du registre géométrique, puis au centre de cette composition se trouve la représentation humaine qui attire toute l'attention, car elle est extrêmement rare dans l'art préhistorique. Cependant, la symbolique de cette frise nous est encore totalement inconnue. En revanche, ce qui est bien moins connu du grand public, c'est que les fouilles ont aussi révélé la présence de nombreux objets sur le sol de la grotte. Environ une centaine d'objets en silex, des objets en os ou bois de renne, des saguets pour la chasse ou encore des aiguilles à chat par exemple. Oui, les hommes préhistoriques, contrairement à ce qu'on pense, savaient très bien coudre, et ils portaient même de nombreux habits pour se protéger du froid. Mais ça sera sûrement le sujet d'une future vidéo. Pour revenir à nos objets trouvés, il y avait aussi de nombreux matériaux pour le dessin et la peinture, comme par exemple 23 plaquettes de calcaire et de cuir maculées de pigments, mais aussi d'autres types de matériel. Cependant, on n'a pu retrouver aucun reste humain dans cette grotte, on peut donc en déduire que cette cavité n'était pas habitée, et qu'elle servait uniquement pour la peinture. Pour en finir avec la composition de ce lieu, voici quelques datations nous permettant de situer à quelques années près la période de fréquentation de cette grotte. En 1951, M. Willard Frank Libby, qui est quand même l'inventeur de la méthode de datation au carbone 14, a analysé des fragments de charbon de bois à Chicago dans son laboratoire, ce qui a permis une estimation de la grotte à environ 15 000 BP, ce qui la situe à l'époque de la culture magdalénienne. Enfin, 47 ans plus tard, en 1998, suite à l'amélioration de la méthode de datation, une analyse d'une baguette de bois de renne tente à vieillir cette estimation, la repoussant à environ 18 600 ou 18 900 BP. Une semaine après les découvertes de Lascaux, l'abbé Henri Breuil, qui est à l'origine de la création de la préhistoire française en tant que discipline, mais aussi l'un des préhistoriens français les plus illustres, s'y rend avec plusieurs autres préhistoriens. Dès octobre 1940, les premiers travaux d'enregistrement sont faits. Cependant, étant en pleine guerre, les travaux scientifiques ne sont donc vraiment engagés qu'après 1945. Après la Seconde Guerre mondiale, en 1949, l'abbé Breuil étant trop vieux pour continuer, alors c'est l'abbé André Glory qui prend le relais. Glory fouille entre 1952 et 1963 et enregistre plus de 900 figures identifiables. En 1957, on le charge de diriger les travaux de terrassement pour aider à la régénération de l'atmosphère des grottes de Lascaux. Car en effet, on remarque que plus de touristes, ça apporte plus de CO2, et plus de CO2 entraîne une détérioration plus rapide des peintures.
Glory meurt avant que toutes ses recherches soient publiées, dans un accident de voiture. Donc, après 1966, les recherches ont été reprises par différents spécialistes, et leurs recherches seront publiées dans le livre Lascaux Inconnu. Ensuite, Norbert Ajoula reprend les travaux entre 1988 et 1999. C'est lui qui révèle le rôle fondamental de l'architecture de la caverne dans la répartition des œuvres pariétales, et celui des propriétés mécaniques, optiques et morphologiques des supports dans l'adaptation à la paroi des techniques de peinture et de gravure. Lors de la découverte de cette cavité, les interprétations des historiens étaient limitées. Pour eux, c'était de l'art, juste de l'art, sans aucun but précis. Puis, à la suite d'observations dans d'autres grottes, on retrouve des symboles identiques, et on en déduit donc que ces symboles avaient bel et bien des significations. Ils peuvent être par exemple liés à la magie de la chasse, pour les représentations de bisons par exemple. Par ailleurs, André Leroy-Gourand, ethnologue, archéologue et historien français du XXe siècle, a démontré que ces peintures sont organisées, ce qui révèle et donne des informations sur les rites, religions, mais aussi culture sociale des peuples préhistoriques. Pour finir, vers la fin des années 90, Jean Clotte et David Lewis Williams, l'un préhistorien et l'autre archéologue reconnu, adoptent une approche totalement novatrice. Pour eux, cet art des cavernes a un lien avec le chamanisme. La grotte serait un lieu de passage entre le monde des morts et un lieu parallèle. La cavité serait un lieu, ou sanctuaire, dans lequel le chaman de la tribu entre en transe pour restaurer l'harmonie entre l'homme et la nature. Car selon eux, le chamanisme est une pratique très répandue chez les chasseurs-cueilleurs, ce qui expliquerait la plupart des particularités de l'art paléolithique. Cette thèse fut extrêmement mal reçue et fait encore aujourd'hui débat chez les historiens. La grotte de Lascaux a été déclarée monument historique le 27 décembre 1940. Par la suite, il y a eu un énorme engouement à son sujet, plus de 100 000 visiteurs en 1960. Victime de ce succès, le gouvernement impose la fermeture en avril 1963. En effet, suite à une perturbation climatique et biologique durant les années 60, on voit apparaître des taches blanches et vertes sur la roche. Ce sont des champignons. Des mesures sont donc mises en place avec succès jusqu'à la fin des années 90, lorsqu'une nouvelle crise climatique apparaît vers les années 2000. Donc, de nouvelles mesures sont mises en place et aujourd'hui, la grotte est à peu près stable, et l'accès y est formellement interdit, sauf pour les chercheurs. C'est donc pour la préserver que plusieurs répliques de la grotte ont été construites, la dernière en date étant Lascaux 4, inaugurée le 10 décembre 2016. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je m'excuse par ailleurs si j'ai commis quelques petites erreurs durant celle-ci, par rapport aux dates ou à certains faits que j'ai pu vous énoncer. C'est ma toute première vidéo donc j'espère que ça ira. N'hésitez donc pas à liker, vous abonner, activer la cloche et à écrire un petit commentaire en dessous de la vidéo pour me corriger sur ce que j'ai pu dire ou bien pour donner votre avis, qu'il soit positif, ça fait toujours plaisir, hein, ou négatif pour que je puisse m'améliorer et sortir de futures vidéos plus qualitatives. Sur ce, je vous dis adieu. Au revoir en patois du Périgord et puis à la prochaine.